Bonjour Monsieur Chevrier, aujourd'hui nous sommes le mardi 5 mars. Suite aux dernières vidéos que nous avons faites il y a une quinzaine de jours, beaucoup de gens dans les commentaires sur YouTube se posent des questions. Je pense qu'on n'est pas rentré suffisamment dans les détails, même si c'est très bien expliqué dans votre livre. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut savoir pour protéger sa famille, justement, en cas de retombées radioactives. Donc je pense que vous allez nous développer un petit peu tout ça, parce que là, avec la menace du risque nucléaire qui est de plus en plus pressante, en fait, je pense que les gens là commencent vraiment à s'interroger, à se dire est-ce que chez nous c'est réellement adapté pour ceux qui n'ont pas de cave ou qui en ont une, mais avec des ouvertures, etc. Donc il y a plein de questions en fait qui arrivent sur les commentaires. Donc je pense qu'aujourd'hui c'est bien de pouvoir un petit peu expliquer tout ça et rassurer un peu les gens, avec des choses simples, comment ils peuvent se protéger. Et encore une fois, comme vous le disiez, ça ne sera pas la fin du monde. Voilà. Oui, très, très bien. Alors effectivement, nous allons rentrer dans le détail, si on veut, de ce qui est contenu dans le livre, beaucoup d'informations. Bien entendu, on ne pourra pas donner toutes les explications qu'il y a dans le livre, et je rappelle que le livre est très important parce qu'il permet de se préparer mentalement. Ça, les gens ne comprennent pas, n'imaginent pas que lorsque ça va arriver, ça va être un état de sidération générale et donc une panique. Et la seule façon de contrer cette peur terrible qu'il va y avoir des gens, cette panique, c'est d'accumuler de la connaissance, car c'est seulement la connaissance qui vous permet de vous rassurer et de rassurer vos proches. Vous voyez, de dire, voilà, ça va se passer comme ça, donc on sait comment ça va se passer, et à ce moment-là, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Ce qui fait peur, c'est toujours l'inconnu, et surtout la dramatisation qu'il y a eu. Alors, on va faire aujourd'hui deux vidéos qu'on divulguera en deux temps. La deuxième vidéo sera consacrée pour démystifier une espèce de campagne de propagande qui se propage de temps en temps sur le soi-disant hiver nucléaire. Donc j'expliquerai que à l'issue de cette guerre nucléaire qui est très courte dans la durée, avec des quantités malgré tout importantes, il n'y aura pas d'hiver nucléaire. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre, et je démontrerai qu'il n'y aura pas d'hiver nucléaire. Il y aura, dans certains endroits, évidemment, peut-être des conséquences sur le climat qui dureront un mois ou deux, mais il n'y aura pas d'hiver nucléaire. Alors, ça, ce sera important. Dans un deuxième temps, oui. Donc, aujourd'hui, on va effectivement, pour répondre à des personnes qui nous ont écrit ou qui nous ont posé des questions par les commentaires, rentrer un peu plus dans les détails, et tous les tableaux que je vais donner sont issus bien sûr du livre. Et l'avantage du livre, parce que vous voyez, vous savez que j'ai écrit le premier livre il y a 40 ans, en 1982, et j'ai repris, comme ce livre a été considéré comme la référence à l'époque, je rappelle qu'il a été acheté par des préfectures, par l'armée, etc. Et qu'il a été longtemps, peut-être même est-il encore présent à la bibliothèque des armées. Ça a été considéré comme le livre de référence. Et donc j'ai repris dans ce nouveau livre l'essentiel des informations techniques, scientifiques que j'avais publiées à l'époque, et j'ai rajouté bien sûr beaucoup d'informations géopolitiques, beaucoup d'analyses qui sont intéressantes, mais c'est justement cette partie de la géopolitique qui ne plaît pas au lobby financier qui nous dirige en France. Et donc à ce moment-là, évidemment, il n'y a pas d'invitation. Je suis sur la liste noire et on va essayer de faire en sorte que ce monsieur soit ignoré. Mais c'est d'ailleurs, il y a quelque chose qui est étonnant, on va juste faire une petite parenthèse. Il y a des gens de qualité que j'aime bien regarder, comme par exemple Jacques Beau, qui est un ancien colonel, c'est un Suisse, et donc il
il est souvent invité dans des émissions télévisées, et il a tout à fait la même vision que la mienne, et il est sur la même ligne. En ce qui concerne, il n'est pas dupe, c'est très bien que c'est la CIA qui a préparé toute la guerre en Ukraine, etc. Il connaît tout ça comme moi. Mais ce qui me surprend, c'est que, alors que cet homme me semble être quelqu'un de bien, et qu'il vend beaucoup de livres en France, puisqu'il est invité à peu près partout, par Sud Radio, etc., il est suisse, il ne parle jamais de cette chose qui devrait être choquante pour lui. Il y a des abris en Suisse pour tous les habitants, et même plus, puisqu'ils ont de quoi couvrir 20% de plus que leur population, voyez, en Suisse. Et pourquoi ne pose-t-il pas la question, mais comment se fait-il qu'en France, il n'y ait aucun abri public, aucun abri privé, aucun programme, aucune information? Parce que lui, il sait très bien qu'il y a des informations régulièrement en Suisse, sous toutes les maisons, sous tous les immeubles, il y a des abris. Comment se fait-il qu'il ne pose pas la question? Et il y en a d'autres comme ça, vous voyez? Alors ça, il y a quelque chose que là, je ne comprends pas. Mais on va rentrer, si vous voulez, un petit peu maintenant dans le détail qui, je pense, intéresse... préoccupe les gens là maintenant, oui. Ils ont besoin d'avoir des réponses. D'avoir des réponses précises. Et donc, là, je vais aussi citer quelqu'un, je ne vais pas donner le nom, mais quand très rarement ça arrive que les gens du bout des lèvres parlent d'une éventualité nucléaire, alors ils en parlent en s'abritant sur des armes nucléaires tactiques. Mais ça n'existe pas, vous comprenez? Ça, il faut bien le dire. Les armes nucléaires ne sont pas tactiques ou stratégiques. Il y a des armes nucléaires qui sont de faible puissance, des armes qui sont de moyenne puissance et des bombes qui sont de très forte puissance. Mais surtout, le point important, et c'est ça le point capital qu'on va aborder aujourd'hui, c'est qu'en fait la grande distinction entre les différents types d'explosions, c'est explosion à basse altitude, au sol ou dans le sol. C'est là toute la différence. Et donc, quand les gens parlent des explosions tactiques, en fait, ils se réfèrent à des explosions à basse altitude qui ont pour objectif de décimer une brigade, une armée, sans pour autant avoir des conséquences de retombées radioactives. Simplement la zone, et là je vais rentrer dans l'explication. Voilà. Donc, nous sommes... Alors, donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a principalement 5 types d'explosions. L'explosion à basse altitude, c'est celle qu'il y a eu à Hiroshima et à Nagasaki. Des explosions au sol, là j'en ai parlé dans des vidéos qui s'est intitulé « Des essais nucléaires de vraies explosions en réalité ». Des explosions dans le sol, là c'est pour détruire des bunkers ou des installations souterraines. L'explosion dans la mer, on en parlera une prochaine fois, elle est un peu différente de celle qui se produit sur terre ou sur le sol. Et puis des explosions en haute altitude, où là, le but principal, c'est de dégager un rayonnement électromagnétique phénoménal pour mettre en panne tous les systèmes que nous avons avec, vous savez, toutes les petites puces et tout ça. Et là, on sait que ça pourrait avoir des conséquences, comme je l'ai expliqué, sur des silos où il y a des bombes sur les missiles, et là ça pourrait avoir l'effet de les faire exploser. Ça sera peut-être le but. Alors, on va parler d'abord de cette explosion à basse altitude. Alors, l'explosion à basse altitude, là j'ai pris un exemple concret parce que, comme je l'ai expliqué déjà, il y a eu 2400 explosions nucléaires sur la Terre depuis 1945, donc on sait de quoi on parle. On a les chiffres, on a les résultats. Vous voyez ? Donc,
Là, je prends l'exemple concret de Hiroshima et Nagasaki. C'est une explosion qui a eu lieu à 450 mètres d'altitude et pour laquelle ce qui est important de savoir, c'est qu'il n'y a pas de retombées radioactives, car l'explosion se fait à 450 mètres d'altitude. Elle a 3 effets. Le premier, c'est une surpression qui se fait sur un diamètre de 2 km 400 pour une puissance de 20 kilotonnes. Pour une puissance de 1 mégatonne, on va passer à 13 km de diamètre. C'est-à-dire que là, l'explosion aura lieu non pas à 450 mètres, mais à 1200 mètres, puisque en fait, l'angle optimum, c'est 160 degrés. Donc ça, les militaires qui ont fait des expériences savent que pour détruire une ville, par exemple, si l'objectif est de détruire New York, eh bien, on va faire exploser, en fonction de la puissance, si c'est 1 mégatonne ou 10 mégatonnes, on va se mettre à 1200 mètres ou à 1800 mètres, c'est calculé, et là, on va avoir un rayonnement. Donc, sur une petite puissance de 20 kilotonnes, c'est un peu, je reviens sur ce que je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire ce que les gens vont parler comme bombe tactique. Non, il n'y a pas de bombe tactique, mais par contre, s'ils estiment que la brigade est étendue sur un diamètre de 4 km, eh bien, ils vont mettre 100 kilotonnes. Oui, et là, alors, l'intérêt de cette explosion à basse altitude, c'est qu'on peut revenir sur le terrain 3 semaines après. Parce que sur le coup, il y a un rayonnement, donc surpression, augmentation terrible de la température, puisqu'on va voir sur un diamètre de 2 km 400 pour 20 kilotonnes, on va avoir une température au sol de 5000 degrés pendant quelques secondes. Vous voyez ? Sur une petite puissance comme ça, la durée de l'explosion est entre 1 et 2 secondes. Quand on est sur des bases de 1 mégatonne, là, on va aller sur une durée de 10 secondes. C'est long, 10 secondes, quand vous comptez 10 secondes. Et là, ça chauffe pendant 10 secondes. Vous voyez ? Alors, sur cette petite explosion, on va avoir des incendies de forêt sur un diamètre de 4 km pour une toute petite puissance. La chaleur étant telle, et on va avoir des brûlures au 2e degré sur un diamètre de 6 à 8 km. Vous voyez ? C'est très important. Là, les brûlures pour une bombe de 1 mégatonne, donc 1 mégatonne, c'est à peu près 50 fois, vous allez avoir des brûlures sur un rayon de 20 km, c'est-à-dire un diamètre de 40 km. Les gens qui se trouvent dehors vont avoir les vêtements qui fondent, qui sont brûlés. C'est énorme. Degrés, oui. Par contre, les personnes qui sont à l'intérieur d'une maison ne sont pas concernées par la brûlure. Vous voyez, c'est aussi bête que ça. Vous êtes dans le métro, vous êtes protégé seulement. Après, évidemment, si vous sortez, là, il y a un rayonnement gamma phénoménal. Donc on va rentrer dans ce truc-là. Donc ça, si vous voulez, en fait, il faut bien comprendre que ça ne nous concerne pratiquement pas en tant que population civile. C'est très limité. Et comme je l'ai déjà dit, la Russie n'a pas de raison de vouloir exterminer la population française. Elle va se concentrer sur des objectifs militaires qui auront des conséquences. Donc ça, explosion à basse altitude, uniquement des effets directs, et bien sûr, après, un rayonnement phénoménal, puisque tous les objets se sont chargés en neutrons et rayonnent le rayonnement gamma, et donc interdiction absolue de pénétrer dans ce rayon de 2 km 400 avant au moins 10 jours. Vous voyez, parce que ça, on a aussi l'expérience. À Hiroshima, les gens qui se sont rendus le lendemain pour aller voir ce qu'était devenu la maison dans la rue, tout ça, ils reconnaissaient un peu les trucs. Ils ont passé 2 heures, ils ont été rayonnés. Vous voyez, il n'y a pas eu de contamination. C'est le rayonnement gamma de tous les objets qui se trouvaient là. Et ces gens-là sont morts 2-3 semaines plus tard, vous voyez, avec les conséquences que l'on connaît. Donc on reviendra après là-dessus.
Alors, ce qui préoccupe surtout, ce qui est important pour la population civile, ce n'est pas tellement les explosions à basse altitude, c'est surtout la destruction d'objectifs militaires qui se fait toujours au sol, sauf s'il s'agit d'une unité qui est en mouvement. À ce moment-là, on peut faire une explosion en altitude. Mais pour détruire un bunker, pour détruire des installations militaires au sol, on va faire exploser. Donc voilà, là, ça aussi, toutes ces informations sont dans le livre et c'est une page, ça doit être la page 161, etc. Alors là, c'est du concret. On a pu mesurer par toutes les expériences. Vous savez que la France a fait 210 explosions en réel, que les États-Unis en ont fait des 1400 et quelques, c'est énorme. Et donc, une bombe de la puissance de 1 mégatonne creuse un cratère de 300 mètres de diamètre, 60 à 90 mètres de profondeur. Cette énorme quantité de terre, là, on est sur 1 mégatonne. C'est-à-dire que pendant 10 secondes, l'explosion qui se produit au sol, comme je l'ai expliqué, c'est comme si vous aviez 1 million de pelleteuses qui creusent, vous voyez, pendant 10 secondes. Et donc, toute cette quantité de terre va être propulsée en altitude par la poussée, par la chaleur. Là, on est dans des températures énormes. Et donc, cette quantité de terre, je l'ai calculée, elle représente 1 520 000 mètres cubes en moyenne pour un poids de 3 800 tonnes. 3 800 tonnes de matière qui sont hautement radioactives. Rien à voir avec Tchernobyl, où là, il s'agit, si vous voulez, d'une radioactivité à 6%. Là, on est sur une bombe qui a été sur de l'uranium qui a été enrichi à 92%, ça rayonne énormément. Donc là, tout ça part dans l'atmosphère, monte à 4-5 000 mètres d'altitude et va former le nuage radioactif que vous avez ici. Donc, toutes les poussières les plus lourdes, on parle de poussière, mais c'est souvent des petits éléments. Vous pouvez avoir carrément des cailloux qui font 1 cm3. Alors tout ce qui est très lourd va retomber pas très loin. Vous voyez, ça va retomber. Alors on va passer là. Voilà. Alors voilà la formation. Là aussi, c'est une page du livre qui est très bien expliquée avec des chiffres précis, connus. Donc ici, c'est ce qu'on appelle le point zéro. C'est le point de l'explosion. Et puis tout autour, il y a la zone bleue. Et donc, la zone bleue, c'est dans un rayon de 6 à 15 km. Et le niveau de radiation, pour une puissance de 1 mégatonne, on va se prendre cet exemple-là, va être très élevé, puisqu'on va avoir un rayonnement 1 heure après l'explosion qui se situe, selon l'endroit, entre 10 000 et 2500 rad heure. Donc j'expliquerai après comment c'est les rad heure. Donc vous avez ici une zone où là, il faut être vraiment dans un abri, mais cette zone bleue, je ne parle pas de la zone noire, là il faut être carrément dans un abri avant et un abri costaud, mais la zone bleue, elle concerne que 350 km². À partir de la zone rouge, là, on peut s'en sortir. Et elle représente 1300 km². La zone jaune, elle représente 7000 km², donc elle est ici, elle est très grande. Et la zone verte, la plus importante, c'est là. Alors, au départ, toutes les poussières les plus lourdes, qui sont les plus chargées, retombent pas très loin de l'explosion. Ça dépend évidemment, la forme du nuage va dépendre de la vitesse du vent en altitude. Si le vent n'est pas très fort, ça va beaucoup s'élargir. Si le vent est très fort, ça va aller plus loin et ça va avoir une autre forme que cette forme-là. Mais le principe est le même. Alors, toutes ces poussières qui tombent, tous ces petits morceaux, des morceaux d'acier, des morceaux de cailloux, des morceaux, tout ce qui ne brûle pas, va retomber et donc va
émettre un rayonnement gamma. Le rayonnement gamma, on va le mesurer avec le compteur Geiger que j'ai expliqué. Là, on va savoir quel est le niveau. Donc, oui, par rapport au compteur Geiger, je pense qu'il faut insister auprès des internautes que ça fait partie aussi des mesures de précaution, entre guillemets, mais qu'il est utile d'acheter un compteur Geiger. C'est indispensable. Voilà. Si vous n'avez pas le compteur Geiger, parce que vous pouvez... Vous ne pouvez pas mesurer le taux de... Imaginez, là vous avez un village, on va dire, qui a 1000 habitants, qui est dans la zone verte où il y a des retombées. Et puis à 5 km de là, vous avez un autre village qui fait par exemple 800 habitants, qui lui a aucune retombée. Ouais. Parce que le nuage, les poussières, les éléments radioactifs, ils tombent à un endroit et puis ils vont plus loin. Alors les gens qui sont ici vont en avoir, les gens qui sont là n'en ont pas. Donc c'est important, parce que comme je l'ai déjà dit, si vous avez un compteur Geiger que vous regardez, vous êtes dans la maison, il n'y a aucun rayonnement, vous sortez dehors, il n'y a pas de rayonnement, il y a pas, peu importe que l'explosion ait eu lieu à 30 km, vous n'êtes pas concerné. Vous voyez, vous pouvez continuer à manger tout ce qu'il y a autour dans votre potager, tout ça, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous êtes dans un endroit où il y a... Donc là, dans le livre, j'explique tout ce que, pareil, la protection civile suisse a pu expliquer, expérimenter les légumes qu'il faut prendre, ceux qu'il ne faut pas prendre. Interdiction, bien sûr, de boire du lait lorsque ce lait est le résultat des vaches qui sont dehors. Si ce sont des vaches qui sont à l'intérieur et qu'elles ont mangé des fourrages qui ne sont pas contaminés, c'est possible. Vous voyez, il y a plein de choses qu'il faut découvrir et qu'il faut prendre en compte. Mais alors, le point le plus important, c'est que toutes ces cailloux, ces morceaux de béton qui vont tomber, vont rayonner. Le rayonnement gamma, c'est quelque chose qui va tout droit, qui rayonne à 360 degrés. Vous voyez, la particule, le petit morceau de caillou qui fait 1 cm3, il va rayonner tant qu'il est chargé, mais ce rayonnement gamma va diminuer très rapidement. Par contre, ce rayonnement, il agit, toutes ces poussières qui vont se trouver sur le terrain, qui vont tomber, elles vont se comporter comme des panneaux solaires. Donc ça, c'est un point important. Et donc là, il n'y a pas, si vous voulez, de choses absolues. Quelqu'un qui habite sur le sommet d'une colline va avoir beaucoup moins de rayonnement gamma que quelqu'un qui habite dans le creux d'une vallée. Parce que là, ici, il va avoir peut-être 5 hectares de retombées qui forment un véritable panneau de rayonnement de ce côté-là, et de l'autre côté, pareil. Donc lui, cette maison, elle va être vraiment traversée par tout le rayonnement gamma. Celui qui est sur une colline, il a, on va prendre un exemple. Vous êtes dans une zone, par exemple la jaune, je le prendrai après comme exemple, vous allez avoir 10 grammes de produits radioactifs qui sont tombés par mètre carré. Si vous avez autour de la maison 500 mètres carrés, c'est très facile, il n'y a pas beaucoup de rayonnement, il y a bien sûr le rayonnement qui est au-dessus du toit, mais par contre, si vous avez 10 hectares autour de vous sur lesquels il y a des poussières qui se sont accumulées, alors là vous êtes dans un rayonnement où il faut vraiment être dans la cave et encore vous allez avoir beaucoup de choses qui vont passer. Donc ça, ici, toutes les explications sont dans le livre. On va passer maintenant sur une question qui nous est posée. Combien de temps doit-on rester dans un abri ou dans une cave qui nous protège du rayonnement gamma? Alors je réponds, le temps que le niveau de radioactivité soit descendu à un niveau supportable par le corps humain. Donc là, plus tard, on va donner les chiffres, si vous voulez. Alors on va prendre un exemple, la zone rouge. Le rayonnement se mesure en débit, en rad-heure, mais sur les appareils, c'est donné en millisieverts. Donc, il y a des conversions. On va rester, par exemple, sur du rad-heure, c'est plus simple. Si on mesure généralement le débit 1 heure après l'explosion, ou plutôt, selon l'endroit où l'on est,
1 heure après les retombées. Parce que si vous êtes à 200 km, le moment de l'explosion ne compte pas. Ce qui compte, c'est quand vous avez le nuage qui arrive. Oui. Là, on va commencer, il va y avoir un niveau de rayonnement, et puis au bout d'1 heure, on peut considérer que ça y est, tout est retombé, on est dans le maximum. Alors au bout d'1 heure, c'est là où on va prendre en compte 7 heures, on mesure après 1 heure, et après 7 heures. Après 7 heures, le débit est divisé par 10. C'est-à-dire qu'on passe de 1500 rad/heure, où là, les personnes sont mortes dans l'heure qui suit, quand on est dehors. Au bout de 7 heures, on descend à 150 rad/heure. Et puis, on multiplie le temps par 7, c'est-à-dire après 56 heures, le débit du rayonnement gamma est à nouveau divisé par 10, soit 15 rad/heure. Donc dans bien des cas, il suffit d'attendre 56 heures pour pouvoir faire une sortie. Vous voyez, parce qu'à 15 rad/heure, vous pouvez vous permettre de passer un quart d'heure dehors. Bien sûr, ce serait mieux qu'il n'y ait rien, mais c'est supportable. Vous le verrez dans le tableau suivant. Et 14 jours plus tard, le rayonnement est encore divisé par 10. Vous avez donc ici ce qui est précisé dans le livre. 1 heure, vous divisez par 10, enfin 7 heures. Oui, 7 heures multipliées par 7, ça fait 49 heures. Vous redivisez par 10. 49 heures, c'est-à-dire ça fait 2 jours multipliés par 7, ça fait 14 jours. Soit au bout de 15 jours, le débit de cette zone est descendu à 1,5 rad/heure. Et là, c'est supportable par le corps humain si on veut passer 1 heure, si c'est nécessaire de passer 1 heure dehors. Là aussi, c'est important parce que si on a des informations qu'il y a à 30 km de chez soi ou à 20 km une zone dans laquelle il n'y a rien, on peut prendre la décision de partir. On peut passer 3 heures pour y aller, même à pied, vous voyez, parce que 1,5 rad/heure, le corps humain le supporte. Alors, voilà les conséquences du rayonnement gamma. 25 rad, c'est la quantité maximum tolérable en une seule exposition. Là, en reprenant le livre, j'ai vu que M. Fayet nous avait dit qu'il y avait des coquilles. Effectivement, la secrétaire qui a tapé ça, elle a marqué à la place d'une seule exposition, elle a marqué une seule explosion. Ah oui, non. Donc, moi, je n'ai pas fait attention à ce truc-là. C'est, quand on corrige, il y a tellement de choses à modifier qu'après, on ne sait plus. Mais bon, voilà. Alors, 25 rad, c'est la quantité maximum tolérable par le corps humain. Par le corps humain en une seule exposition. 25 à 100 rad, là, vous avez les troubles généraux, diminution des globules blancs. 100 à 200 rad, diminution du nombre de globules rouges et blancs, nausées, vomissements, fatigue. On arrive très vite dans des zones à 200 rad. Les gens qui ne savent pas, qui sont dehors, vont se prendre très rapidement 200-300 rad. C'est ce que j'expliquais à M. Cottard. Il n'y a pas tellement de risques dans les zones où vers des retombées, d'agression, de trucs, parce que ceux qui vont être irradiés, ils sont dans un état de fatigue extrême. Ensuite, on passe au niveau de 200 à 400 rad, mortalité de 20 à 50% des personnes. Tous ces chiffres sont des chiffres connus. Ils ont été mesurés à Hiroshima, ils ont été mesurés à Nagasaki. Vous voyez? Donc on n'est pas dans les spéculations, dans les calculs hypothétiques. Non, c'est la réalité. Il y a des gens qui ont survécu avec une dose de 500 rad parce qu'ils ont pris sur une longue période. On a des survivants, des gens qui ont 10 ans plus tard, où ils ont accumulé 500 rad. Mais là, dans la plupart des cas, 400 à 600 rad, plus de 50% des personnes irradiées à ce niveau décéderont dans les semaines qui suivent. Plus de 600 rad, là, on est dans une dose mortelle de 2 heures, 3 ou 2 jours après. Voilà. Alors, le rayonnement gamma
est absorbé par l'épaisseur des matériaux. C'est-à-dire que quand on construit un abri, on va prendre comme base une protection filtre qui doit être de 10 000. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la meilleure chose, quand vous revenez au schéma précédent que je vous ai donné, c'est que le rayonnement s'exerce partout à partir des poussières qui sont au sol. Et donc, ce que l'on a pu mesurer, c'est que la Terre, une épaisseur de terre de 120 cm, divise le rayonnement gamma par 100 et 2,30 m par 10 000. Donc là, vous voyez, on pourrait faire éventuellement... Alors, ça veut dire que si vous êtes dans un tunnel, par exemple, vous voyez, tout simple, eh bien là, vous êtes protégé du rayonnement gamma parce qu'il y a 10 mètres de terre au-dessus de vous. Alors, évidemment, il peut y avoir, ça dépend si ce tunnel est en arc de cercle, il y a un endroit où il n'y a rien du tout, et à l'entrée, on va avoir un petit rayonnement par l'entrée. Vous voyez, ça c'est des choses. Pareil, alors pourquoi j'indique ça? Parce qu'il y a des régions comme la Champagne, Reims, Épernay, mais il y a des quantités de caves de Champagne où les gens peuvent descendre. Alors non seulement ils seront protégés, mais en plus ils pourront s'alimenter avec le champagne. Vous voyez, c'est une possibilité. Le béton, 80 cm de béton. Alors quand je dis béton, ça peut être aussi des murs en pierre. Vous voyez, une épaisseur de 80 cm divise le rayonnement gamma par 100. Et une épaisseur de 1,40 m par 10 000. Par 10 000. Donc là, si vous avez la chance d'avoir un sous-sol dans lequel il y a des murs de fondation qui font 80 cm d'épaisseur et vous en avez deux, vous êtes tranquille, vous voyez. Alors, on revient à l'autre avec le rayonnement, si vous voulez, ce que j'ai fait voir, qui passe. Vous avez une cave, elle n'est pas complètement enterrée. Eh bien, si le soupirail est par exemple à cette hauteur-là, si vous êtes en dessous, le rayonnement il vous passe au-dessus de la tête. Donc vous êtes déjà tranquille. Après, il s'agit simplement d'éviter que les poussières rentrent à l'intérieur, mais ça c'est pas très difficile. Donc il faut savoir que même dans une cave qui n'est pas un vrai abri, on va avoir simplement la radioactivité qui va venir du toit, et là c'est très peu. Et puis, donc, si vous êtes toujours pareil avec votre compteur GGR, vous allez voir que vous mettez votre compteur là, il monte à fond, vous le mettez ici, il n'y a presque plus rien. Donc, ça, c'est à prendre en compte pour la protection de ses enfants et de sa famille. Alors, dans ce livre, j'ai ajouté plusieurs tableaux qui sont très importants parce que ça m'a demandé 2 jours pleins de travail pour faire tous les calculs sur ce tableau. Mais c'est vraiment ce que je n'avais pas fait d'ailleurs dans le premier ouvrage. Et là, on a quelque chose qui est très intéressant parce qu'on est sur du concret. Le point important, c'est que le rayonnement gamma, c'est un débit en, si vous voulez, rad-heure ou millisieverts-heure. C'est un peu comme si vous êtes en voiture, vous êtes sur l'autoroute, vous roulez à 130 km par heure. Si vous roulez pendant 1 heure, vous allez faire 130 km. Mais si vous roulez pendant, on va dire, 5 minutes, vous allez faire 10 ou 11 km. Le rayonnement gamma, il s'accumule dans le corps. Donc c'est ça le point important, c'est que si vous faites aujourd'hui, vous prenez 10 rads, 8 jours après vous en prenez 15, ça vous fait 25. Et donc ça s'accumule. Le temps que vous allez passer dehors, en fonction du débit, vous avez peu ou beaucoup. Les gens qui ignorent, ils sont dehors sur leur tracteur, ils sont sous le rayonnement gamma. Au bout de 8 heures de tracteur, ça y est, ils ont pris la dose mortelle. Vous voyez. Donc c'est ces choses-là qui sont très importantes. Donc là, j'ai fait le calcul, j'ai mis ce tableau, mais j'ai toutes les zones sur le livre. Vous avez en zone jaune
la superficie de 7000 km², ça c'est à partir d'un exemple d'1 mégatonne, le nuage radioactif arrivera entre 2 et 4 heures après l'explosion en fonction de la vitesse du vent. La base de calcul, c'est 350 rad/heure, 1 heure après l'explosion. Alors là, voilà, on est dans le réel, là. Les personnes sont en ville. Eh bien, s'ils sont à l'extérieur, au bout de 7 heures, ils ont accumulé 1260 rad. C'est terminé. S'ils sont dans une maison, ils ont une dose importante, beaucoup trop importante, 126. Mais s'ils sont dans une cave, vous voyez, en 7 heures de temps, ils ont accumulé que 12 rad. S'ils sont dans un abri, là, la quantité est nulle parce qu'on a un PF supérieur à 10 000. Donc, c'est même pas la peine de le prendre en compte, ça ne se calcule pas. Au bout de 2 jours, c'est-à-dire 49 heures, ceux qui sont à l'extérieur, ils accumulent en plus 949 rad. Bon, si on est dans une maison, au bout de 2 jours, 95 rad. Et donc, quand on regarde au bout de 14 jours, vous avez les 3 exemples. Là, 2800 rad, c'est foutu pour les gens. Ceux qui sont dans une maison, 286, eh bien, ils vont avoir un cancer plus tard, ils mourront plus tard, mais enfin, ça n'est pas, ils n'ont pas non plus une dose qui va être mortelle immédiatement. Et s'ils sont dans une cave, eh bien, les conséquences sont dérisoires. Ils mourront d'autre chose, voyez. Donc ça, c'est important. Ce tableau, il y en a d'autres, c'est vraiment les choses. Alors, tout ça, ce sont des choses des calculs qui sont basés sur des réalités, sur des mesures qui ont été faites. C'est ça qui est important. Donc voilà ce que l'on... Concrètement, qu'est-ce que vous préconisez donc? Parce que les gens, toutes les personnes n'ont pas une cave, qu'on soit clair, notamment en ville. Donc il y a d'autres solutions. Ils peuvent aller s'abriter notamment dans des parkings souterrains. Voilà. Ça, vous l'avez déjà évoqué lors de dernières vidéos. Mais s'ils doivent rester pendant plusieurs jours à l'abri, sans sortir, etc., quelles sont on va dire les denrées de base? Alors vous avez de survie. raison. Donc ce qu'il faut... C'est vraiment, je pense que c'est important de... On va prendre 2 cas de figure. La plupart des gens habitent en ville. Bon. Donc ils sont dans un appartement. 2 cas de figure. Ils ont une cave à eux. Oui. Très bien. À ce moment-là, il faut qu'ils mettent dans cette cave un pack d'eau par personne minimum et quelques paquets de biscuits. Pourquoi des biscuits? Parce qu'il n'y a pas besoin de cuisiner. Il s'agit de survivre pendant 3 jours, si vous voulez. Ceux qui ont cette possibilité d'avoir une cave, moi je leur conseille d'acheter un petit WC de camping qu'ils vont placer dans la cave, et la nourriture, soit on la met dans la cave, soit dans l'appartement, et au moment où ça arrive, on descend 2 packs d'eau et puis quelques paquets de biscuits si on ne veut pas les laisser dans la cave. Comme vous disiez tout à l'heure, ça risque d'être un petit peu la panique et les gens vont être à perdre un petit peu leurs moyens, vous voyez. Alors, effectivement, voilà, c'est pas compliqué, vous voyez. Vous avez un pack d'eau par personne, le compteur Gégère, et puis le plus important, c'est le bouquin. Oui, tout est Parce expliqué. que si vous voulez revoir la vidéo qu'on a faite aujourd'hui, c'est pas sûr que vous allez avoir de l'électricité, c'est pas sûr que vous soyez en mesure de mettre le branchement, tout ça. Là, c'est sur du papier, vous avez ça avec votre truc. Et puis, autre point important, vous avez un petit sac pour les enfants et pour trucs de quoi manger pendant 2 ou 3 jours, vous voyez. Oui, voilà. Et alors, alors peut-être les gens vont s'éclairer comment? Il faudrait qu'ils aient une pile électrique. Alors effectivement, il faut que dans la cave, il faut 2 ou 3 lampes électriques avec quelques, des piles. Des piles, oui. Ça, c'est sûr.
Ça, c'est pour ceux qui ont... Des couvertures aussi, j'imagine, parce que bon... Tout ça doit être placé dans la cave Voilà, de avant, façon à préparé. avoir Ça, froid, avoir un minimum, c'est quoi, le point, bien sûr, important. Ceux qui n'ont pas de cave individuelle doivent, C'est ça. longtemps avant, repérer un endroit où ils vont pouvoir s'abriter du rayonnement gamma pendant au moins 3 jours. Oui. 3 jours, c'est pas si long. L'idéal, c'est effectivement les parkings souterrains. Descendre au 2e ou au 3e sous-sol, avec bien sûr des vêtements très chauds, Oui. avec des... Ça veut dire aussi que les gens n'ont pas forcément des parkings souterrains à proximité de chez eux, donc ça va être un mouvement de panique où tout le monde va vouloir se réfugier. Très peu iront dans les parkings souterrains parce que l'énorme majorité de nos concitoyens ignorent tout ça. Voilà, c'est ça. Donc il faut bien se dire que ceux qui sauront qu'il faut se réfugier dans un parking souterrain, au 2e ou au 3e niveau, sont une infime minorité. Malheureusement. Ils vont se retrouver peut-être une dizaine de familles qui ont été informées parce que, comme évidemment c'est l'omerta, on ne parle pas de ça parce que politiquement, évidemment, ça pose des problèmes. Ils seront très peu. Donc, et puis alors, ensuite, comme je l'expliquerai tout à l'heure, il n'y aura pas d'hiver nucléaire. Oui, par contre, je peux vous dire qu'après 10 jours, les supermarchés seront pleins de marchandises. Et ce ne sera pas la peine d'aller avec sa carte de crédit parce qu'il n'y aura personne à la caisse. Vous voyez ? Et puis ça ne fonctionnera pas. Enfin, et donc vous pourrez vous servir. Donc, parce qu'il y aura très peu de survivants dans certaines régions. Forme de pillage. Voilà. Aussi. Alors, donc, les gens auront faim au bout d'un moment, même. Voilà, dès qu'ils vont pouvoir sortir, on va... Donc voilà un petit peu ce que l'on pouvait dire. Donc d'abord, en résumé, la connaissance. Oui, c'est primordial. Le savoir, c'est ce qui vous permet de vous rassurer, de vous préparer mentalement, de savoir ce qu'il faut faire, et puis passer les quelques minutes de peur qu'il va y avoir, c'est inévitable, eh bien, on reprend ses esprits et là, on s'organise pour ses enfants, on s'organise pour sa femme, etc. Et donc, on va essayer de s'en sortir, parce qu'il n'y a pas de raison. Comme je l'ai dit, sur 70 millions d'habitants environ qui est en France, même s'il y a 30 millions de morts, il y aura quand même 40 millions de survivants. Donc après, on va retravailler, on va reconstruire, on va faire à nouveau des choses que l'on faisait avant. Voilà. Donc en fait, en résumé, déjà, inviter les gens à se procurer un compteur Gégère qui peut être acheté sur n'importe quel site marchand sur Internet, donc Internet marche. Voilà. Actuellement, il faut le faire. Il faut le faire parce que voilà, pour l'instant, nous sommes, je suis quasiment inconnu, mais petit à petit, les gens vont se parler et vont se ruer sur Amazon. Et peut-être dans 2 ou 3 mois, il n'y aura plus de compteurs Gégère, parce que quand il y aura 500 000 personnes qui auront commandé les compteurs Gégère, ce sera terminé. Et alors, bien sûr, je le répète, que les mairies, aucune mairie n'a de compteur Gégère. Les casernes de pompiers, aucune caserne de pompiers n'a de compteur Gégère. C'est un vrai scandale. Absolument. Ils ont la tête dans le sable, ils font l'autruche. Voilà, c'est ça, c'est ce qui se passe, malheureusement. Et alors, politiquement, vous imaginez bien que si quelqu'un se met à parler de la nécessité de faire des abris ou d'informer, mais pourquoi vous ne l'avez pas fait avant, c'est ça. Et alors là, c'est on va commencer. On peut parler d'une chose, on a dit la dernière fois, dans la dernière vidéo, que l'on a adressé des courriers, 30 000 lettres. On a chargé des camionnettes de courriers de format A4 qu'on a envoyé.
des centaines d'heures de travail que l'on a fait. On a dit que le niveau de réponse était dérisoire. Mais il y a pire. On n'en a pas parlé la dernière fois, on peut en parler. C'est que nous avons pris la liste des députés européens. Nous avons pris la liste des députés, enfin des députés français qui siègent à l'Europe, la Chambre des députés, 570 députés, et les sénateurs, 300 et quelques sénateurs. À chacun, on a envoyé un courrier avec 6 pages extraits du livre, avec des informations comme celles que je viens de vous donner. Ils l'ont reçu à leur permanence. Il y a une secrétaire qui a ouvert tout ça. On a eu 0 réponse. 0 réponse. Enfin, pour être précis, si, je crois. On a eu une réponse d'une députée du RN qui nous a adressé ses bons voeux pour l'année 2023. Voilà. Elle n'a même pas lu le courrier, mais... Juste mis la carte, de bons voeux. Voilà. Donc, si vous voulez, quels que soient les partis, qu'ils soient présentés comme extrême droite, qu'ils soient de droite, de gauche, de l'extrême gauche, il n'y en a aucun qui s'est posé la question, est-ce que ce livre peut protéger des gens? Est-ce que ça peut? Rien. Aucune question. Donc, c'était le pire, parce que parmi les maires, on a eu quand même quelques réponses. Mais au niveau, si on m'avait dit ça avant que l'on fasse cette campagne par courrier, je ne l'aurais pas cru. J'aurais dit non, forcément, sur 570 députés, on va avoir une cinquantaine de réponses. Oui, voilà. Rien. Ouais, donc, pourquoi La question, je n'ai pas la réponse. Pourquoi vous l'avez dit, c'est l'omerta totale. Donc, voilà. Donc, la peur de perdre des élections, peur de perdre des voix si on touche ce sujet, vous voyez, parce que, voilà. C'est consternant. Donc encore une fois, j'invite les gens à se procurer votre livre, La prochaine guerre sera nucléaire. Donc on peut trouver sur notre site internet. Donc je pense que c'est important parce que c'est là où les personnes auront donc toutes les solutions que vous proposez de façon à se protéger en cas de risque nucléaire. Donc écoutez, encore merci Monsieur Chevrier, et puis très prochainement donc une nouvelle vidéo où là on va parler donc de l'hiver nucléaire, et je pense que c'est aussi un sujet qu'il faut éclaircir par rapport à certaines personnes, et voilà. Voilà, très bien. Merci beaucoup, au revoir. Merci Hélène.